On va commencer sans tarder cette nouvelle audition. Je vous remercie à tous d'être présents. On va pouvoir discuter lien ville-hôpital et accès aux soins. Je vais vous demander donc de vous présenter, ça va être plus simple. François, tu es d'accord avec moi? On fait toujours honneur aux dames en premier. Oui, tout à fait. Alors après, c'est pile ou face. Hein. Florence, Katia, qui c'est qui veut en premier? Allez, ben, je choisis. Katia était là en première, c'est parti. Ça marche. Alors, Katia, avec le micro, please. Tu peux l'ouvrir? Ce sera mieux, oui, merci. Donc, je suis Katia Reynolds, je suis présidente du syndicat Alliance nationale des pédicures podologues. On a une profession qui est principalement libérale, mais on va quand même pouvoir parler du lien entre la ville et l'hôpital, avec grand plaisir. Et puis, je voulais faire une toute petite aparté, et il paraît qu'aujourd'hui, c'est la journée du compliment. Donc, on va démarrer avec quelque chose de positif, et je voulais remercier toute l'équipe qui est derrière moi, parce qu'un syndicat, c'est beaucoup de personnes qui travaillent derrière bénévolement. Voilà, je ne sais pas si la suite sera positive, mais en tout cas, je voulais faire une petite touch positive. Allez, à la suivante. Alors, du coup, on n'a pas entendu, mais du coup, tu représentes un syndicat de pédicure podologue, oui. Voilà. Et quand tu dis qu'il y a toute l'équipe, on peut les voir ou pas? Non, on ne les voit pas, non. Ils nous suivent, ils vont nous suivre, mais c'est moi qui vais au front. C'est peut-être un mauvais humour en ce moment, mais c'est un petit peu ça. Hein. Quand on est président, il faut un peu savoir se mettre à nu, et surtout sur des lives. Hein. Il ne faut pas dire de bêtises. Alors, on ne relèvera pas. On en a un pas mal, nous. Ah bon, oui, c'est vrai. Voilà, et puis bon, je vous complimente vous aussi, hein, parce que c'est un sacré boulot que vous faites. Hein, et d'avoir inclus toutes les professions de santé, c'est une montagne que vous arrivez à déplacer, et j'espère qu'elle ira jusqu'au but fixé. On l'espère tous, en tout cas. Du coup, on passe la parole à Florence. Oui, bonsoir. Du coup, bonsoir. Je m'appelle Florence Brony, je suis présidente du syndicat national d'Union des psychomotriciens. Eh bien, moi aussi, hein, je remercie toute l'équipe qui est derrière nous, parce que en tant que représentant d'un syndicat, c'est des adhérents et c'est un conseil d'administration qu'on représente. Katia, on a eu l'occasion de se rencontrer. C'est vrai que voilà, les échanges sont très agréables. Tu as l'occasion de mentionner le travail des syndicats, et moi je voudrais aujourd'hui particulièrement mentionner que l'expression et le travail des syndicats, c'est l'expression des corps intermédiaires et c'est l'image de la démocratie. Et à l'heure actuelle, la démocratie, c'est une valeur extrêmement importante pour nous tous à porter. Je pense, voilà, dans ces moindres recoins, et le fait qu'on puisse librement se rassembler, échanger et avoir des débats d'opinion, c'est aujourd'hui plus que jamais peut-être le moment de l'exprimer. Merci beaucoup Florence pour cette introduction, et il va falloir laisser la place à François. Vas-y. Alors, bonsoir à tous, je suis François Randazzo, président du syndicat de kinésithérapeutes Alizé. On suit le... Ah, on n'entend plus, si? On n'entend pas? François? On n'entend pas, si? C'est ouvert, mais on n'entend pas. Donc, est-ce que tu parles avec les oreillettes, et du coup, est-ce qu'il est bien branché? Ah, il n'entend pas que... On n'entend pas, mais... En fait, on ne t'entend pas parler. Il a compris, je pense que ça y est. Attends. Ça ne marche pas. Ouais. C'est le joie de la technique, hein. De temps en temps, il y a un couac. Voilà. Oui. Donc, c'est déconnecté, il va se reconnecter, je pense. C'est pour ça. Bonne idée. En attendant, est-ce qu'on se lance dans le vif du sujet? Je
pense que oui, une fois, deux fois. Je ne vois pas qui réapparaît. Allez, d'accord. Donc, du coup, moi, j'ai des problèmes. Ah, bon, on va attendre. J'allais dire, j'ai des problèmes au niveau des pieds. Oh. Et on me dit, oh, bah oui, il faut que tu ailles voir une pédicure podologue. Alors, moi, vous savez que je suis un petit peu chirurgien orthopédiste, donc j'ai pas mal. Je ne fais pas du tout le pied. Je ne connais pas le pied, en fait. Je fais de la hanche et du genou. Mais j'ai quand même beaucoup de patients et patientes qui me parlent de leurs orteils, tout ça. Alors, j'ai un associé qui s'occupe de ça très bien, mais elles ont aussi beaucoup de rapports avec les pédicures et les podologues locaux. Et du coup, ça serait plus pour la description du métier et pour qu'il ne soit pas réducteur, pour bien que tu expliques en fait que au-delà de peut-être le corps de pied qui gêne dans la chaussure, on sait bien qu'aujourd'hui, être podologue, c'est bien plus complexe que ça et que ça ouvre vers d'autres perspectives, notamment sur le sportif. Et puis aussi tout ce qui est un peu problème au-dessus, à l'étage du dessus, nous, les hanches, les inégalités de longueur, les appuis, c'est beaucoup de choses qu'il faut. Il y a un côté dynamique qui n'existait probablement pas il y a une vingtaine d'années en arrière, quoi. On est une profession qui est en train d'énormément évoluer parce qu'on arrive justement à faire valider nos traitements en laboratoire d'analyse médicale, chose qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Et ouais, effectivement, j'avais aussi envie de faire une petite introduction sur le métier de pédicure podologue parce que même certains professionnels de santé ne connaissent pas la différence entre la pédicurie et la podologie. Alors attention, hein, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, il y a une réelle méconnaissance de notre métier. Et effectivement, donc là, je vais juste résumer la petite chose. La pédicurie concerne les soins de pédicurie. Donc là, on va traiter tout ce qui va être problème épidermique au niveau du pied et inguéo. Et puis, il y a effectivement la podologie qui concerne l'appareillage en semelle orthopédique. Voilà. Donc, on schématise comme ça. Alors après, il y a aussi les petits appareillages qu'on peut faire, qu'on adapte dans les chaussures pour protéger des zones de frottement. Voilà, on a plein de cordes à notre arc qui sont pas bien connues. Et j'invite tous les professionnels de santé à aller se renseigner sur ce que font leurs collègues podos, parce qu'on est un peu sur toute la France, hein, on est un peu partout. Donc, je suis sûre que vous avez des collègues podos sympas à aller voir pour mieux connaître notre métier et résoudre beaucoup de problèmes qui pourraient être de notre ressort. Et malheureusement, on laisse le patient dans son problème, dans son incapacité à pouvoir se bouger. Et quand on commence à plus pouvoir bouger, et souvent, c'est un petit début de la fin qui commence, et c'est pour ça qu'on a une belle profession, qu'on a vu d'ailleurs avec le Covid, parce que 2 mois à être enfermés, nous aussi on a été enfermés, et on a vu les résultats en post-premier confinement, et on s'est dit, ah oui, c'est peut-être vrai que le pedo peut être indispensable à la mobilité de nos patients. Voilà, pour l'introduction de mon métier. Est-ce que tu veux que je continue? Alors, je peux continuer, bien sûr. Mais juste, François, du coup, c'est bon pour Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Là, on t'entend. On t'entend plus. On l'a entendu 2 minutes 30, 2 secondes 30. Aïe, 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 aïe. Bon, le son, ça remarche pas. Ça marche 2 minutes, il te reconnaît et après, ça lâche. Ouais. Peut-être qu'il peut essayer de passer par son téléphone à la limite. Il faut peut-être essayer de couper la vidéo s'il n'y a pas assez de réseau. Je ne sais pas si c'est un problème de réseau. Bon, du coup, Katia, tu peux continuer. Hein. Donc moi, j'ai bien compris qu'au vrai Ségur de la santé, il fallait proposer des solutions que j'ai amenées. J'avais une question, parce que quand tu t'as dit je continue ou pas, j'allais poser la question. Pour finir, parce que c'est quand même important, le vrai Ségur, c'est vrai, c'est beaucoup de propositions, mais c'est aussi une façon de montrer les différents métiers qui existent dans le monde de la santé et parfois qui sont d'ailleurs
ici ce soir, pas tous, mais quand même un peu oubliés du Ségur, le premier en tout cas, ou mis de côté. Comment ça se passe un pédicure podologue, ça fait partie dans le circuit du soin. Vous êtes conventionné, pas conventionné? Alors, on est conventionné. On a une convention qui ne nous plaît pas parce que c'est une convention qui est assez discriminative, puisqu'elle commence un petit peu à prendre en charge certains patients diabétiques, mais pas les autres patients qui pourraient avoir d'autres problèmes de santé, comme les artéritiques, les polyarthritiques. On est sur une convention qui nous paupérise d'année en année, puisque la cotation est complètement absurde. Aujourd'hui, tu te fais prescrire un soin de pédicurie, tu as un patient lambda, tu es en bonne santé, mais tu as des problèmes de problèmes au pied. Tu vas voir le podologue, avec l'ordonnance du médecin, tu seras remboursé 1,26 €. Voilà, donc quand on parle de vouloir faire revaloriser une clé, j'ai envie de dire, c'est même pas la revaloriser, ce serait la valoriser. On peut pas parler de conventions raisonnées, enfin raisonnables. Il y a une aberration dans ce système qui on se demande même pourquoi ils ont fait ça. Je sais plus depuis combien de temps date cette convention. Là, je l'ai pas tout de suite, j'ai pas la date exacte, mais même il y a 20 ans, 1,26 €, c'était absolument pas du tout juste par rapport à ce qu'on apporte au niveau du patient. Et en fait, on a qu'une cotation AMP, donc c'est notre code. Et après, à côté, on a la prise en charge des patients diabétiques, qui a soi-disant plus évolué, parce qu'effectivement, un soin de pédicurie chez un patient diabétique grade 2 et 3, donc les 2 premiers grades ne sont pas pris en charge, mais ils vont être réglés 27 €. Il faut savoir qu'on n'est plus du tout à 27 € en cabinet. Donc on perd de l'argent à soigner des patients diabétiques dont on prend plus de responsabilités, puisque ce sont des pieds qui sont beaucoup plus aggravés qu'un patient en bonne santé. Donc en fait, d'un côté, on a une double peine. Une première peine du côté des patients parce qu'ils ne sont pas du tout pris en charge correctement quand on est hors diabète. Et puis de l'autre côté, il y a une peine pour nous parce que on peut pas continuer à prendre des patients diabétiques à 27 € la consultation. En ce moment, c'est ce qui se passe à l'île de la Réunion, parce qu'ils ont énormément de patients diabétiques et ils sont en train d'alerter la sécurité sociale, ils sont en train de tirer la sonnette parce qu'ils peuvent pas vivre comme ça. On a des investissements, on a une chaîne de stérilisation qui nous coûte très cher, un plateau technique qui coûte très cher. À un moment donné, on peut pas se dévaloriser comme ça. Katia, en gros, la convention, elle est obsolète, ça marche pas et elle est en dessous de tous les prix possibles et imaginables. Mais du coup, si un patient est adressé, tu es obligé de le soigner via la convention, oui. Alors que la plupart de vos soins sont hors convention, en fait. Ils sont hors convention. De toute façon, tu te sers de la convention que si tu as une ordonnance du médecin. D'accord. Il y a énormément de podologues qui réfléchissent, et certains l'ont déjà fait, à se déconventionner. Alors, on ne peut pas d'un côté faire progresser une profession en termes de sécurité pour le patient, en termes de compétences, et de l'autre côté, ne pas valoriser pécuniairement la profession quand on veut, soi-disant, prendre en charge un patient. Et encore une fois, il y a cette discrimination qui, moi, me gêne énormément. Enfin, il fallait bien commencer par quelque chose, mais le problème, c'est que ça fait des années et des années et des années qu'on commence par les patients diabétiques, et à mon avis, on est loin de pouvoir imaginer qu'un jour, je ne sais pas, une personne tétraplégique… La proposition, un pied diabétique, c'est combien? 60 €? Là, un pied diabétique, c'est-à-dire… Ah Les podologues, combien ils veulent? Proposition. Bah, de toute façon, si on n'a pas de… non, on n'est pas à 60 € la consultation, on est tarif libre, heureusement, parce que si on devait être sur prescription médicale et gagner 1,20 € la consultation, 26, pardon, on ne s'en sortirait pas. Donc, heureusement qu'on peut appliquer des dépassements d'honoraires. Pas sur les diabétiques, hein, attention, hein, 27 €, on ne peut pas dépasser les honoraires. Mais par contre, sur les autres prestations, on peut, heureusement. Et je n'ai pas parlé des semelles. Les semelles, c'est 17 € de remboursé, et actuellement, une paire de semelles peut coûter entre 120 et puis plus cher, parce que c'est nous qui confectionnons les semelles.
Certains les envoient à confectionner, mais bon, ça leur coûte aussi. Tiens, Voilà, donc. on parlera après de ta position dans le système de soins, mais on va laisser parler un peu les autres aussi. Oui, il n'y a pas de souci. Ça marche? Écoute. Ouais. J'ai encore 2 propositions. Mais j'espère qu'il y en aura 3 à la fin qu'on pourra. Il y aura les 3. Il y aura les 3. À nos chers présidentiables. Florence, on laisse parler François et on espère qu'il y arrive ou tu. Ouais, allez, on fait ça. Oui. Est-ce que vous m'entendez cette fois? Oui, très bien. Parfait. Ok. Donc, je reprends depuis le début. Donc, je suis François Randazzo, président du syndicat de kinésithérapeutes Alizé. Et donc, je suis très content d'être parmi vous ce soir. On suit avec le syndicat Alizé le collectif depuis sa création. J'étais en contact avec Arnaud à plusieurs reprises tout au long des évolutions. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on a accepté de participer ce soir à ce podcast pour échanger, alors notamment sur le lien ville-hôpital, l'offre de soins, et j'aurai l'occasion également de vous parler de la kinésithérapie, qui est un peu comme la pédicuripodologie et sinistrée, parce que là, nous, on est en plein cycle de négociation conventionnelle avec l'assurance maladie, qui a été l'occasion de mettre sur la table des analyses statistiques rétrospectives qui montrent en fait que les kinés ont perdu depuis 2002 20% de leur pouvoir d'achat. Donc, on n'est pas là uniquement pour parler de pouvoir d'achat, mais en fait, quand on prend le problème avec un autre focus, ça veut dire que pour gagner les mêmes revenus que ce qu'on gagnait en 2002, en travaillant 40 heures, aujourd'hui, il faut travailler 53 heures, ce qui pose des gros problèmes en termes de qualité des soins délivrés, parce que le patient qu'on prend en charge au bout de la 53e heure, je pense qu'il n'a pas des soins de même qualité que ce qu'on pourrait lui délivrer un lundi matin à 8 heures. Et ça pose aussi des problématiques en termes d'épuisement professionnel, parce que quand on est obligé d'enchaîner des semaines d'un tel volume tout au long de l'année pour arriver simplement à boucler le budget de son cabinet, au bout d'un moment, les professionnels craquent. Et donc, on est dans le cadre de ces négociations conventionnelles dans l'attente d'une forte revalorisation. Pour l'instant, ça n'en prend pas la direction, mais voilà, on espère finaliser. En tout cas, nous, on ne signera pas un accord qui ne comportera pas une forte revalorisation des kinésithérapeutes. D'accord, merci François. Et je pense qu'on pourra intégrer tout de suite, après que Florence nous ait bien expliqué le rôle du psychomotricien et sienne, dans le cadre du lien ville-hôpital et comment on arrive à suivre un dossier patient et comment on peut essayer tous de prendre mieux en charge les patients. Et là, c'est quelles que soient les personnes qui sont autour de cette table ce soir. Florence, c'est à toi, ça y est. Voilà. Bon, écoutez, du coup, merci donc pour ouvrir ces débats. Moi, je vais surtout parler de la question de l'accès aux soins, puisqu'il s'agit quand même de notre premier engagement aux côtés du CED, d'alerter quand même sur les problématiques d'accès aux soins de la population générale, de façon générale en fait. On considère qu'à l'heure actuelle, dans un pays comme le nôtre, avec le taux d'imposition que nous avons, la santé qui est le bien primordial de chacun d'entre nous, le bien individuel par excellence quelque part, on a du mal à comprendre l'état dans lequel le système de santé est mis à mal pour tout à chacun. Concrètement, c'est très concrètement l'engagement que le SNUP porte aujourd'hui, tant au niveau du service fourni aux patients, de pouvoir répondre aux besoins, de répondre de façon, on va dire, intégrale aux besoins de la population, que ce soit en termes de soins somatiques, de soins psychiques, de soins de santé mentale, du coup en termes aussi de place donnée aux soignants et de la qualité des liens entre les pouvoirs publics et les soignants en tant que tels, parce que voilà, nous on est quand même très très alertés de la défiance qu'on entend du côté des pouvoirs publics,
à l'heure actuelle, et d'une façon de reporter la responsabilité sur les soignants de façon générale, sur un ensemble de choses, alors que c'est à eux d'organiser les choses en amont. Voilà notre idée. Alors, les psychomotriciens sont une profession paramédicale qui est au Code de la santé publique. Donc, on dit c'est une profession réglementée qui date de 1963. Hein, en tout cas, le premier certificat d'aptitude en psychomotricité date de 1963. Par ailleurs, c'est une profession qui n'est non conventionnée. Donc, nous ne sommes pas remboursés de nos soins en libéral. Voilà. Et donc, à ce titre, nous, la première chose qu'on demande pour permettre l'accès aux soins de tous les patients, aux soins dont ils ont besoin, c'est que toutes les professions inscrites au Code de la santé publique aient un conventionnement dans la mesure où il est ajusté aux besoins des soignants pour vivre, juste dignement de leur métier, de leur art, tout simplement. Ensuite, c'est combien d'années pour être psychomotricien? C'est actuellement sanctionné par un diplôme d'État qui est estimé à 3 ans d'études. Ok. Enfin, qui donne 3 ans d'études. Enfin, c'est formellement 3 années d'études. Voilà. Et j'ai vu que le salaire à l'arrivée, à l'entrée, pardon, c'est 1 700 € à peu près, c'est ça? Non. Ah non. Brut, non, on n'est pas à 1 700 € brut, on est à moins. On regardera sur Google, on trouve des trucs. Ouais. Ben, je ne sais pas si... peut-être Marie, tu peux refaire... j'ai commencé en hospitalier en 2010, donc je sais que ça a été revalorisé depuis, mais de 150 € en gros maximum. Quand moi j'ai commencé, on était en catégorie A, c'est-à-dire qu'on était considéré niveau bac. D'accord. J'ai commencé à 1 200,80 € net. Voilà, c'est pas beaucoup plus. Hein. Moi, je ne veux pas donner des chiffres très, très précis, mais c'est ça. C'est une enveloppe autour de 1 300 € net. D'accord. Là, je viens de commencer avec, sur un poste dans le médico-social, sur une des meilleures conventions de salaire au niveau du salaire qu'on peut avoir, c'est le mieux. Je fais 40%. Je suis sur un 40% et je gagne 1 014 € net. Donc, ça fait un 2 200 à peu près au bout de 13 ans de carrière. D'accord. Et du coup, il y a les psychomotriciens, on en trouve quand même, alors que vous n'êtes pas conventionné, on en trouve quand même dans les structures publiques. Alors oui, on est quand même pratiquement à 70% de notre population professionnelle qui est dans les structures, dans les services publics. Sanitaires, médico-social, éducatifs. Par contre, on a de plus en plus de collègues qui se mettent en libéral, mais dans un double, souvent sur un double exercice, avec une partie salariée, une partie en libéral. Le problème étant qu'en libéral, actuellement, on a quand même beaucoup de demandes, beaucoup de files actives, et que c'est totalement à la charge des familles. Tout à l'heure, on parlait avec les représentants des orthophonistes et elles disaient qu'elles avaient jusqu'à 2 ans de délai. C'est quand même moins pour... Actuellement, pour nous, c'est moins, mais ce n'est pas suffisant dans un terme de réactivité importante face à certains troubles de l'enfant qui se mettent en place et qui peuvent être, avec une prise en charge rapide, évoluer de façon extrêmement favorable sous quelques mois. Or, laisser les enfants dans leurs difficultés pendant 1 an et demi, le temps d'avoir un bilan suivi d'une prise en charge, c'est extrêmement préjudiciable pour son développement. Enfin, là, on parle pas on parle de parcours de vie en fait, hein, à ce niveau-là. On parle d'enfants dont les parcours de vie se transforment. De famille. On a une réelle errance dans l'enfance, mais j'ai des adultes, je suis aussi en exercice libéral, j'ai aussi des adultes qui sont dans le même cas. Hein. J'ai une personne qui n'a pas de place en SSR actuellement. Elle se retrouve en libéral à devoir payer ses soins. Pour monter un dossier MDPH, il faut des mois parce qu'il faut plein de dossiers, il faut avancer les frais.
Donc, c'est presque 1 000 € un dossier MDPH. Si on fait tous les bilans en libéral, psychologue, psychomote, etc., on va tourner entre 500 et 1 000 € par dossier MDPH quand même. Voilà, donc, il faut avancer tout ça. Nous, et derrière, on a un an d'attente. Voilà. Donc, nous, vraiment, on trouve qu'il est extrêmement important que les pouvoirs publics prennent à charge ces éléments-là pour, on va dire, une question de santé publique. C'est-à-dire qu'on connaît l'impact et la possibilité d'infléchir le parcours de vie de ces patients, enfin pas d'infléchir, c'est-à-dire de lui donner un accès à la scolarité plus rapide, normale. L'attente en orthophonie, je suis bien d'accord, hein, je dis pas ça pour moi, je porte la parole des psychomotriciens, mais tous les délais d'attente, hein, on parle aussi actuellement des délais d'attente pour les opérations, etc., qui ont dû être déprogrammées. De façon générale, c'est extrêmement important qu'il puisse y avoir une réactivité. Or, à l'heure actuelle, nous observons que les pouvoirs publics ont confié à des plateformes, les PCO par exemple, des missions de réactivité pour pouvoir prendre en charge. Alors là, je parle des enfants, mais c'est vrai que les adultes aussi, hein, à la sortie, suite à un AVC, qui ne peuvent pas avoir de rééducation ni en SSR, ni qui doivent attendre 1 an et demi, enfin, c'est inenvisageable. Hein. Enfin, si c'était nous, si ça nous arrivait à nous ou à nos proches, c'est inenvisageable quand même de pouvoir supporter un tel délai et d'organiser les choses par le filtre de l'argent, c'est inenvisageable aussi. Que ce soit les riches qui puissent se payer les soins et les moins riches qui galèrent à trouver s'ils vont devoir choisir tel ou tel rééducateur. Nous, c'est pas la société qu'on imagine construire. Voilà. J'entends, mais ça, c'est. Enfin, je pense qu'ici, on est tous dans cette vision-là, parce que c'est la souffrance du soignant aussi, hein, de ne pas pouvoir répondre et les délais qui s'allongent et savoir qu'on laisse en route des personnes qui bénéficieraient de soins et qui iraient forcément mieux rapidement, alors que là, ils vont s'aggraver et qu'on va peut-être jamais pouvoir les récupérer. Ça, c'est une vraie souffrance qui est toujours exprimée. Est-ce que, du coup, si on reste dans le lien ville-hôpital, tout ça, puisque là, on a un peu le pendant chez vous, est-ce que vous arrivez à faire passer l'info de ce que vous avez fait en prise en charge hospitalière lorsque le patient repart en libéral? Est-ce que c'est par le réseau des psychomotriciens ou est-ce qu'il y a des programmes informatiques, sachant que j'ai un petit peu une idée de la réponse, mais on est encore au balbutiement du dossier médical du patient. Je pense que François, il va pouvoir en parler aussi beaucoup, et probablement Katia aussi, parce que quand tu as un diabétique qui sort du service d'endocrino, si tu ne sais pas ce qui lui a été fait et pourquoi tu dois le prendre en charge et son mal perforant, tu ne connais pas son statut complet, vasculaire, etc., c'est un problème. Donc, on finit avec Florence et Marie, et après François et Katia, ou Katia et François, c'est comme vous voudrez. Nous, il n'y a pas de communication systématisée à la sortie. Voilà. C'est un petit peu à la faveur du suivi des familles, de leur capacité de prendre en charge les choses, de faire communiquer les choses, à la faveur des réseaux qui se sont mis de façon voilà, des réseaux qui fonctionnent bien, des gens qui ont compris où étaient les circuits les uns pour les autres, ou de façon très disharmonique sur le territoire. Voilà où on en est. Et puis, il y a oui, une forme d'errance quand même qui ne permet pas d'avoir un suivi suffisamment satisfaisant pour que les personnes puissent bénéficier du maximum de chances de récupérer, de retrouver une insertion et un travail ou une scolarisation rapidement. Marie, tu veux rajouter quelque chose ou c'est tout bon?
Alors, Laurence Ditou, elle raconte la vie de mes patients au quotidien. Hein. Et le lien vie-hôpital, il se fait, on compte sur, on croise les doigts pour qu'à l'hôpital, les confrères, les consoeurs aient eu le temps dans leur planning de rédiger quelque chose. D'accord. Sinon, c'est des groupes Facebook, on n'a que ça. D'accord. Et sinon, c'est la famille du patient qui vous explique avec leurs mots à eux ce qui a été fait, qu'ils ont compris, et vous devez déduire le reste. Ou le patient ou la famille arrive et vous dit « je n'ai rien compris de ce qui m'est arrivé ». D'accord. Et chez les kinés, c'est pareil ou pas? Alors, chez les kinés, nous, on a des grosses difficultés dans l'interaction avec les patients qui sont hospitalisés. Alors, ça peut être aussi bien, moi j'interviens beaucoup en EHPAD, et donc on a des patients qui partent à l'hôpital pour faire des examens médicaux, faire une radio pour voir ce qu'il en est, pour des suspicions de fracture, et les patients qui reviennent sans qu'on ait le moindre retour d'examen, le moindre bilan de rédigé. Et en fait, on est dans un doute le plus total quant à la suite à donner à la prise en charge de ce patient. Donc, et ensuite, on a aussi beaucoup de difficultés en cabinet. Et là, c'est plus pour le post-opératoire. Il y a le système Prado qui s'est mis en place par l'assurance maladie pour que les patients qui ont une intervention chirurgicale qui est programmée, la rééducation soit planifiée en amont pour qu'il n'y ait pas de difficulté au moment où ils sortent de l'hôpital. Et souvent, l'assurance maladie nous appelle le lundi matin pour une prise en charge le lundi après-midi. Et donc, quand on voit que chez les kinés aussi, les délais de prise en charge s'allongent de façon très, très importante, on se retrouve soit dans l'incapacité de prendre en charge cette personne, soit on l'intègre dans notre planning, et ce qui va se faire au détriment de la qualité des soins qui vont être délivrés à cette personne et aux autres personnes qui sont programmées dans la journée. Donc, il y a de véritables enjeux à ce niveau-là. Et j'ai entendu tout à l'heure que tu as évoqué la possibilité d'utiliser des outils informatiques, et je pense que c'est aujourd'hui ce qui fait défaut. En fait, ce serait d'avoir un outil informatique simple qui permette à tous les acteurs de santé du même territoire d'interagir et de pouvoir échanger des documents de façon sécurisée, de pouvoir échanger avec des outils de type messagerie instantanée qui s'adressent soit pour des échanges individuels, soit à des échanges de groupe. Et il faudrait que les hôpitaux soient intégrés dans cet outil pour que la communication soit la plus simple possible. Aujourd'hui, sur le terrain, ce qui est en train de se développer, c'est les CPTS. Et moi, ce dont j'ai peur, même si les intentions sont bonnes, c'est que en fait, on est en train de créer un outil qui est suradministré. Et je me demande si au final, on n'est pas en train d'importer dans le libéral les recettes qui ont mené l'hôpital dans le mur. Très bien. Alors, je reviens sur le Prado vite fait et je passerai la parole à Katia. Tu sais, chez moi, le Prado, ça a permis on a été, là où je travaille, on a été même leader, entre guillemets, on a été, comment on appelle ça? On a essuyé les plâtres parce qu'on a été les premiers à développer ça et ça a été observé par la CPM. On a vu que ça marchait bien et que les patients, effectivement, on pouvait les faire sortir de plus en plus tôt avec leurs prothèses de hanche, leurs prothèses de genoux, leurs ligamentaux, tout ça. Aujourd'hui, dans le 84, dans le Vaucluse, le Prado est arrêté. D'accord? Donc, on revient à faire, comme on disait tout à l'heure pour de l'administratif, on revient à faire des demandes de prise en charge alors que c'était la CPAM qui, quelque part, disait « Ok, on s'en occupe, on appelle le kiné, on appelle l'infirmière et on va faciliter cette action-là. » Donc ça, c'est pas une aparté, mais c'est pour dire qu'effectivement, les choses qui semblent marcher, en tout cas qui ont été faciliteurs quand on veut faire de l'ambulatoire et qu'on nous incite fortement à le faire et que derrière, on t'enlève une des clés a priori, on marche encore une fois sur la tête. Katia ? Oui, alors donc je vais continuer sur le lien entre l'hôpital et donc
la ville, hein, le parcours de soins et puis la jonction entre les deux. Alors chez nous, l'éventail, il est très large. Ça va de une ordonnance en post-opératoire, enfin en sortie d'hôpital, avec une prescription soit de soins, et où là, on a un petit peu de détails sur ce qui s'est passé chez le patient, à l'ordonnance chez, on parlait des sportifs, le sportif en post-opératoire et un chirurgien qui pense à prescrire la semelle orthopédique qui va accompagner le rétablissement du sportif. Donc à rien du tout, hein, à la découverte, rien n'est systématisé. C'est tellement pas systématisé que j'ai même envie de dire que au sein de l'hôpital, en ce moment, on parle beaucoup de l'autonomie de la personne âgée. Il y a la HAS qui a sorti des recommandations et qui cite l'importance du pédicure podologue pour accompagner ces personnes âgées. Et en fait, il n'y a pas de poste. Alors, il y a très peu de postes. Voilà. Comme je disais, il y a 98% de libéraux, ça veut dire que dans les établissements hospitaliers, alors il y a des pédicures podologues qui interviennent, qui peuvent parfois avoir des vacations, des embauches, mais malheureusement, comme on a des remboursements de sécurité sociale qui ne sont pas du tout intéressants, l'hôpital ne peut pas se faire rembourser par la Sécu, il est obligé de subventionner les vacations du pédicure podologue. Et le problème, c'est que qui dit vacation par subvention, dit poste complètement instable, parce que d'une année sur l'autre, il va dépendre du bon vouloir ou pas du renouvellement de la subvention. Donc, on parle de l'autonomie de la personne âgée, on veut l'accompagner, et en fait, voilà, il y a des textes qui ont été faits, des rapports de 60 pages qui ont été faits, et en fait, on dit c'est bien, il faut ça, mais en fait, on ne met pas en place les choses, ou on les met trop peu. Voilà, dans certains services de diabétologie, on a des pédicures podologues embauchés, mais ça reste, voilà, et bien souvent, c'est comme disait Florence, je crois, c'est des postes mixtes en fait, c'est du mélange entre le libéral et le salariat. Mais il y en a vraiment très peu. C'est pas une solution? La solution, ce serait... Il y a des gens qui pensent qu'une des solutions, c'est justement d'avoir des activités mixtes, de garder un pied à l'hôpital tout en ayant... Ah, mais je pense qu'en plus, ça crée une richesse aussi au niveau intellectuel, et c'est stimulant, je pense, hein, de pouvoir jongler avec les deux. Ce serait parfait, je pense. Ce serait parfait, d'autant plus que c'est vrai qu'un poste de pédicure, je ne sais pas trop comment ça se passe hein, chez les autres, chez les psychomotes, chez les kinés, mais peut-être chez les kinés, il y a quand même plus de postes à temps plein, mais peut-être que pour un hôpital, un poste à temps plein serait quand même un peu trop, aurait du mal à être rempli. Donc c'est vrai que de jongler avec les deux statuts, ça pourrait être... Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Katia. En fait, chez les kinés, la grosse problématique, c'est que les kinés qui travaillent en salarié à l'hôpital n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que nos écoles, alors je ne sais pas pour vous remercier, mais nos écoles coûtent une fortune, ça peut aller jusqu'à 10 000 € par an, multiplié par 4 années d'études. Et donc, les étudiants, une fois qu'ils sont diplômés, sortent sur le marché du travail, et les salaires qu'on leur propose en salariat ne leur permettent pas de pouvoir vivre et de rembourser le crédit qu'ils ont contracté pour financer leurs études. Et donc, c'est en train de se mettre en place actuellement, en fait, pour permettre aux kinés, parce que c'est très intéressant, notamment après la fin de ses études, de commencer en salariat. C'est une autre approche du patient. Souvent, il y a des cas qui sont plus variés. Et donc, c'est très intéressant. Et donc, ces étudiants, on leur propose aujourd'hui de travailler de forme mixte, c'est-à-dire qu'ils font peut-être un mi-temps ou un tiers-temps à l'hôpital, et puis ils travaillent en libéral à côté. Et puis, ça permet aussi de créer du lien entre le monde hospitalier et le monde libéral. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Mais alors, il y a eu des efforts qui ont été faits pour faciliter tout le côté administratif, parce qu'on est en France, rien n'est jamais simple. Et il faut, je pense, encore aller plus loin dans cette facilitation de cet exercice. Alors moi, je vais un petit peu rebondir sur ce que tu dis, parce que la semaine dernière, je discutais avec une podologue qui me disait qu'elle était 100% libérale, et quand elle avait travaillé 50 heures par semaine, elle se tirait 1 200 € de revenus par mois, et en fait, ce qui était très gênant pour elle, c'est qu'en bossant 50 heures, elle ne pouvait pas se permettre de trouver une autre activité à côté.
Tu vois, c'est compliqué parce que c'est pareil, si tu pars en libéral et en mixte, enfin, pardon, si tu pars en mixte, tu as quand même des charges de libéral qui t'imposent de devoir avoir un certain rendement au niveau de ton cabinet. Alors ça, c'est ce que Florence Houdin, qui est notre orthophoniste du matin et qui nous suit de près, puisqu'elle est sur le live un peu cachée au milieu de tout ça, mais qui n'arrête pas d'envoyer des petits messages, nous dit aussi. C'est-à-dire que pour eux, comme ils sont déjà pas hyper bien valorisés au niveau de leur acte en libéral, eh ben, ils n'ont pas la disponibilité pour aller aussi dans des structures de santé. Et chez les psychomotes, il y en a qui arrivent ou pas du tout? J'y arrive très bien. On y arrive très bien, on a tarif libre. Mais quoi? On a tarif libre. Ah, oui, mais donc, oui. il faut que l'hôpital il veuille bien t'engager, même avec un tarif libre. Bah, s'ils n'ont pas un temps plein à proposer, souvent ils ont des. Attends, on a des offres de 20%, 30%, 40%. Donc, les orthophonistes seraient payés à leur juste valeur. Après, quand on part en exercice mixte, on a des collaborateurs qui sont au CAB qui font tourner le CAB. Ils sont quoi? Payer les charges. On a des collaborateurs qui sont au cabinet pour faire tourner le cabinet et payer les charges. D'accord. Aussi, mais on s'en sort beaucoup mieux que les orthophonistes, c'est sûr et certain. Après, on n'est pas là pour comparer par rapport aux orthophonistes. On dit que… Et ouais, mais il y en a un qui est remboursé, qui est payé par la Sécu et l'autre non. Et ça, c'est inquiétant quand on parle du conventionnement, quand on entend Katia dire combien les podos sont rémunérés, Fabienne, on ne l'a pas entendu, on l'a entendu ce midi, mais quand on entend combien ils sont payés, les kinés, c'est pareil. Le conventionnement fait peur aux professionnels. Parce que tu as peur d'être mal payé, en fait. On en revient, donc ça sera sûrement une des propositions que vous ferez, qui est évidemment de la revalorisation salariale à hauteur de votre diplôme et de ce que vous allez engager comme acte et soins. Ça, c'est évident. Qui c'est qui… Moi, je voulais… Donc, parcours de soins, une fois de plus, ce que je comprends, c'est que le lien déjà entre la ville et l'hôpital n'existe pas. Et ça, François, il a parlé de la sortie du patient chirurgical. Bon, bah, moi, je suis un des acteurs quand je dois faire mes prescriptions, mes comptes rendus, tout ça. Et effectivement, une fois sur 10, parce que moi, je fais très attention, mais le patient va sortir sans son compte rendu opératoire et le kiné ne va pas savoir ce qu'il doit faire. Donc, c'est quelque part du retard de prise en charge aussi. Je pense que chez vous, les psychomotes, vous avez le même problème parce que même si vous avez votre expertise et tout, bah, en tout cas, vous allez perdre du temps. Vous allez prendre peut-être 1 ou 2 séances avec un patient, le temps de bien identifier tous ces problèmes, alors que peut-être que tout ce bilan-là a été fait pendant 1 semaine au préalable. Et donc, quelque part, on refait, donc c'est de la perte de temps et on pourrait presque dire que c'est la perte d'argent aussi pour notre État et notre système de santé, hein, clairement. On a absolument besoin d'un réseau de collaborateurs parce que des difficultés psychomotrices, très souvent, ça s'accompagne de difficultés de langage ou bien ça va s'il y a une évolution plus ou moins rapide, on va orienter vers un orthophoniste ou parfois on a besoin du soutien d'un kinésithérapeute aussi. Enfin, voilà, ça reste quand même un travail de réseau qui est extrêmement important à mettre en place de notre côté. Et moi, ce que je voudrais souligner, c'est quand même le fait que l'accès aux soins, ce qui est très préoccupant, c'est la question des déserts médicaux et le fait qu'il y a des endroits où les gens n'ont pas accès à des professionnels de santé, que l'État… moi, je dénonce la façon dont les pouvoirs publics essayent de masquer cette situation en mettant en place des plateformes qui sont censées recevoir rapidement les patients.
et que c'est faux, ça ne se fait pas. Et nous, on a des collègues à l'heure actuelle qui disent qu'elles ne conventionnent pas avec ces plateformes, où là, les séances seraient remboursées par la CNAM, parce que leur file active, elle, entre guillemets, ne nécessite pas qu'il y ait un apport de patients via cette plateforme. Les tarifs pratiqués par cette plateforme ne sont pas suffisants et la réactivité attendue n'est pas dans le réel de ce qui peut se faire. Donc à partir de là, c'est une façon de répondre aux associations de parents avec un système qui en fait perd son temps à créer un nouveau système alors qu'il existe déjà des réseaux, il existe déjà tout ça, il faut juste leur donner aux gens les moyens de fonctionner. Ou bien on met plus de professionnels et on fait en sorte qu'ils soient, soient là, ou bien on augmente les numerus clausus, ou bien on incite les professionnels à aller dans des zones moins urbanisées en prenant en charge des frais en défrayant ou je ne sais pas, avec le prix là, du déplacement et le prix de l'essence qui va sans doute pas redescendre avant un bon bout de temps. Voilà. Et moi, je pense que parmi nous, nos revendications, au-delà, parmi les propositions que nous faisons, au-delà de l'état des lieux et de nos difficultés et de nos envies, etc., la première chose, c'est d'arrêter de culpabiliser les soignants et d'arrêter de reporter la situation en disant que c'est à nous de porter en plus une situation. Ce n'est pas nous qui allons pouvoir résoudre le problème des files actives. Nous, on est en bout de chaîne là-dessus. C'est à l'État de savoir organiser les choses pour que ces files actives soient absorbées. On ne peut pas, parce que ça va jusqu'aux plateformes de secrétaires. Là, j'ai eu le témoignage où la secrétaire explique de la plateforme, explique à la collègue que quand même, si elle ne se met pas dans le réseau, quand même, elle fait du mal aux familles qui ne peuvent pas avoir un accès aux soins. Mais on en arrive en fait à complètement pervertir les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres et complètement pervertir la façon dont on va exercer notre métier. Et moi, je pense qu'aucun soignant n'a jamais pris la décision de faire le métier qu'il faisait en se disant qu'il allait porter préjudice à son profit pour des patients. C'est pas vrai. Donc, quand on voit la façon dont qu'on a de culpabiliser les soignants parce que les enfants souffrant d'autisme, porteurs d'autisme, ont un retard à la prise en charge ou autre, mais c'est pas de la faute des professionnels, c'est que les pouvoirs publics ont refusé de voir pendant 40 ans ce problème et que maintenant, ils cherchent des portes de sortie qui en fait, sont leur responsabilité d'organiser des soins. Bon, voilà. Donc, du coup, organisez, arrêtez de créer des nouvelles choses, appuyez-vous sur ce qui existe, appuyez-vous sur la psychiatrie de secteur. Excusez-moi, mais la psychiatrie de secteur, c'est quand même des interlocuteurs qui sont pas loin. Alors, les problèmes de chapelle, d'obédience théorique, excusez-nous, mais je crois que si on forme les professionnels de santé, si on fait de la formation professionnelle continue, on va rapidement sortir de ce genre de problème. Et tout le monde va avoir les outils adaptés, cohérents et scientifiques pour travailler. Voilà. Moi, je fais un appel à arrêter de culpabiliser les soignants pour l'état de la santé. J'avais un petit peu. Bien. Le coup de gueule, il est passé, on l'a entendu, puis en plus, ça fait écho à tous les gens qui ont. Déjà que vous représentez vous au niveau des syndicats, nous, c'est tout à fait la démarche du collectif quand il a été créé et puis qui perdure. C'est ça, c'est arrêter de culpabiliser les soignants, donnez-nous les moyens de faire nos soins. Comme on devrait le faire et pas comme on est en train de le faire par défaut, en fait. Et les systèmes qui sont en place fonctionnent. Si on les laisse fonctionner, si on leur donne les moyens de fonctionner. Florence, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que Florence et François ont dit pour faire la jonction. Florence, tu as pu écouter ce matin ou pas? Non, ce midi, je n'étais pas connectée, je suis désolée. Ouais, écoute, tu pourras avoir tu auras l'impression de t'entendre parce que ce matin, on a parlé effectivement des plateformes, on a parlé des structures existantes, notamment du médico-social et tout ça, et on a dit, c'est vraiment, c'était les psychologues qui parlaient de ça notamment, mais on disait
il y a des choses qui existent, il y a des choses qui marchent, mais on ne leur donne plus les moyens, on les a appauvris. Et aujourd'hui, on crée des plateformes plus ou moins technocratiques, plus ou moins à visée électoraliste, alors qu'il faudrait déjà consolider et développer ce qui existe. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire. Katia, je ne te coupe pas la parole. Après, je regarde le timing. Il est quand même 18h52. Okay. On m'a toujours dit qu'on avait le droit de dépasser un peu, donc on en profite. Mais il va falloir quand même, dans pas longtemps, formuler vos propositions. Alors, vas-y, Katia, tu voulais rebondir? Non, je voulais juste rebondir sur ce que Florence avait dit, et notamment aussi François, sur les CPTS. Et moi, je n'ai jamais trop compris pourquoi on crée des CPTS. Il y a une phrase dans un texte, un article, qui dit « La politique de santé relève de la responsabilité de l'État ». J'ai un petit peu comme l'impression que l'État est en train de se dédouaner de sa responsabilité et à créer un peu ces communautés pour que notamment les libéraux récupèrent un petit peu cette responsabilité. Alors quand on me dit oui, les CPTS, c'est quand même un moyen de pouvoir échanger avec les confrères et consoeurs, effectivement, c'est des choses qui se faisaient avant, mais quand on nous dit qu'il y a des indicateurs obligatoires et qu'il faut répondre à ces indicateurs obligatoires, ça me gêne. Voilà, parce qu'on nous met une pression, la fameuse responsabilité qu'on nous met sur le dos et que Florence a très bien décrit. C'était juste au-delà du fait qu'une CPTS, c'est une association. Oui, mais elle doit répondre. Oui, mais si tu veux, c'est l'État qui transfère à une association la possibilité d'organiser un bout de territoire. Oui, la possibilité d'organiser, mais avec des obligations. Avec des obligations, mais en contrepartie, tu as une carotte avec des subventions, des choses comme ça. Oui, mettez des praticiens, parce que quand dans les obligations, ils mettent les soins non programmés, et que quand on arrivera à 3 médecins dans une CPTS au lieu de 15, il faut me dire comment, même avec la plus belle intelligence, la plus belle organisation pourra pallier à ça. J'ai un petit peu de mal à comprendre. Alors, on va demander à François ce qu'il en pense, mais effectivement, ça va être les limites rapides de ce système-là, c'est sûr. De toute façon, on va parler de l'hôpital dans le libéral, ça ne marche pas. Hein. Donc, je pense que l'État devra arrêter de considérer les dépenses de santé comme des dépenses, parce qu'en fait, ce sont des investissements. Les petites économies de bout de chandelle qui sont faites de tous les côtés aboutissent en fait au final à des coûts qui explosent. Il vaut mieux donner aux professionnels de santé les moyens de soigner correctement les patients au moment où ça se présente, et on fera des économies. Ensuite, moi je vois au niveau de l'accès aux soins, l'État botte en touche. Aujourd'hui, si on ne trouve pas de professionnels de santé pour aller travailler dans des zones sous-denses, c'est parce que c'est des endroits où on ne trouve pas d'école pour ses enfants, des endroits où on ne trouve pas d'hôpitaux où se faire soigner, des endroits où il n'y a pas de culture, des endroits où les professionnels de santé ne trouvent pas de travail pour leurs conjoints. Et donc, forcément, s'il n'y a pas une politique de la ville, s'il n'y a pas une redensification du tissu rural qui est faite, les gens ne voudront pas aller s'installer, ne voudront pas aller vivre dans des endroits où ils sont coupés du reste du monde. Alors là, c'est vraiment quelque chose. Alors, je ne sais plus si on en a reparlé, mais dans les déserts médicaux, c'est tout ce que François vient de dire, c'est des choses qui sont plébiscitées à chaque étude qui sont faites, bien plus que la coercition. Et c'est probablement l'une des seules voies. Je sais qu'il y en a qui arrivent à faire ça dans des départements et qui arrivent à mettre d'accord les différents partenaires, que ce soit des ARS, des CPM et des départements. Donc ça va être des pistes qu'il faudra suivre très prochainement. Et notamment, ça c'est encore une fois, c'est un développement à partir du territoire. Et on voit bien que c'est au niveau local que les choses s'impulsent quand même, bien plus que quand c'est une décision de très très haut. Est-ce que vous... Alors, Christelle, oui. Question de la salle. Est-ce que tu as noté des choses? Il n'y avait pas de... Tu m'entends? Oui. Oui. Il n'y avait pas de questions particulières. Il y avait quelqu'un qui avait rebondi, Fabienne, je crois, sur la MDPH. Donc, effectivement, ça a été dit, la MDPH, il faut du temps avant que ça se mette en place. Un dossier MDPH pour rembourser les soins. Mais
Ce qui n'a pas été précisé peut-être, c'est que de toute façon, les soins, je crois, ne sont pas de toute façon complètement bien pris en charge. Un enfant qui a besoin, par exemple, de psychomotricité, de psychologue en ville, quand bien même il y a un dossier MDP, ça ne couvre pas tous les frais de toute façon. Ça va dépendre de la situation. Concrètement, ça va dépendre de la qualité du dossier qui est monté. Ça va dépendre de la capacité de la personne à remplir ce dossier, qui est si évident que ça à faire, ou des parents de l'enfant. C'est déjà un dossier qui est compliqué à faire. C'est déjà un parcours du combattant en soi, le dossier MDPH, qui a renouvelé tous les 2 ans maintenant. Avant, c'était tous les ans. Et après, les aides, elles sont calculées par palier. Donc, si on a dépassé d'un tout petit peu un palier, on a un reste à charge qui est assez énorme. Et ça vaut pour les enfants, parce qu'obtenir un remboursement des soins pour des adultes auprès de la MDPH, je collabore avec 4 MDPH. Je suis sur un département assez central avec des personnes qui viennent de plusieurs départements. On parle de déserts médicaux, justement, elles font jusqu'à 50 km. Il n'y en a aucune qui accepte le remboursement des soins pour les adultes. Donc, moi, je voudrais là-dedans l'importance. Tu peux couper ton micro, s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Je disais l'importance qu'ont les assistants sociaux dans cette problématique, parce qu'en fait, c'est les assistants sociaux qui accompagnent et qui aident les familles à constituer ces dossiers. Ça ne va pas être possible pour un professionnel paramédical ou paramédical de dire à la famille, tenez, c'est tel papier pour tel truc, tenez, c'est tel autre, tenez, pour telle aide, il faut que vous alliez demander à tel truc, est-ce que vous avez telle mutuelle, parce que cette mutuelle, ils font ceci. Par chez nous, ici, là, il y a il y a un système qui existe, qui s'appelle PRE, projet de retour à l'école, quelque chose comme ça. On peut avoir du coup par une voie associative une prise en charge au moins d'1 an. Et toute cette arborescence qui existe sur le territoire de façon plus ou moins dotée, mais qui a quand même été mis en place et de longue date, parce que ça s'appuie sur des parcours qui avant étaient soutenus par des institutions religieuses, il y a longtemps en fait. Donc c'est quand même des fondements extrêmement forts d'associations qui ont pris le relais, etc. Mais ça existe en fait. Et ça, c'est les assistants sociaux qui savent faire ce travail, qui sont le tissu interstitiel de tout ça, et qui ne sont pas assez sollicités ou pas assez visibles dans l'importance qu'ils peuvent avoir pour ces familles. Parfois, en plus, ils sortent juste 1 ou 2 papiers et on a une stabilité. Les familles peuvent avoir une stabilité économique pour 1 an quand ils sortent où ça peut aider les mères à se libérer si elles ont si elles doivent réduire leur temps de travail pour accompagner les enfants dans un premier temps, des choses comme ça, sans mettre en difficulté le foyer financièrement. C'est hyper important. Bien sûr, l'aide sociale a un rôle toujours, en tout cas même dans les services et à la sortie du patient, ou alors après au sein de la ville, toujours un rôle primordial dès que tu es dans une situation un peu complexe, on va dire. Mais on n'en parle nulle part en fait. C'est vrai. On n'en parle nulle part. Et même en dehors d'une situation complexe, je veux dire, quand on est touché et qu'un de nos enfants a une pathologie ou qu'on a besoin de savoir comment faire pour réduire son temps de travail si on en a l'opportunité, voilà. Eux, ils peuvent accompagner sur des choses simples comme ça, ou savoir les lieux où on peut aider l'enfant à se sociabiliser un petit peu, le temps d'eux, etc. Alors moi, je parle beaucoup de l'enfant, bien sûr, mais pareil pour les adultes, ce sont des interlocuteurs qu'on ne voit pas apparaître dans les débats, qu'on ne voit pas apparaître sur les discussions politiques. Moi, je vois, par exemple, sur les réunions au Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge, on parle de l'accueil du jeune enfant en crèche. Personne, aucun assistant social n'est autour de la table. Aucun. Moi, personnellement, je ne comprends pas comment on peut travailler sans cet acteur de soins sur des questions d'accueil et de réseau. Voilà. Alors, je vais devoir conclure parce que je suis en train de me faire sortir de l'endroit où je m'étais posé pour
pour faire la visio. Bien, parce que tout le monde va devoir conclure. Voilà, donc je vais donc préparer 3 Les kinés, pour moi, comme proposition, si jamais vous aviez un vrai Ségur à faire. Alors, la première et la plus importante que tous les kinés attendent, c'est une revalorisation qui nous permette de prendre en charge correctement nos patients. Parce que, voilà, aujourd'hui, on a perdu 20% de nos revenus depuis 2002. Il faut rattraper ce gap. Le deuxième point, c'est de permettre… Oui. Pour quelqu'un comme moi qui suis pourtant prescripteur, quand j'envoie quelqu'un faire la rééducation après une prothèse, par exemple, ou parce qu'il s'est fait une fracture de cheville, c'est combien un kiné, comment il va s'en sortir? Toi, tu voudrais combien aujourd'hui? En fait, c'est plus… en fait, il y a beaucoup de cotations différentes. Mais 20%, ça monterait peut-être à 18, 19 euros. Là, je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais bon, il y a un dogme au niveau de trucs qui ne veulent pas revaloriser la lettre clé. Donc voilà, 18, 19 euros la séance nous permettrait de pouvoir sortir la tête de l'eau. Le deuxième point donc qu'on vous a proposé, c'est de permettre aux kinésithérapeutes de prendre en charge leurs patients en accès direct. Ça améliorera l'accès aux soins pour les patients, puisque il y a une pénurie au niveau des médecins. Et donc, beaucoup de patients ne vont voir leur médecin que pour renouveler des prescriptions. Il y a beaucoup de prescriptions, beaucoup de prises en charge qu'on pourrait faire, en fait, sans que on ne fait pas de diagnostic, on va soit faire des choses qui sont symptomatiques. Et donc, il y a beaucoup d'éléments où le kiné pourrait prendre en charge le patient, avec bien évidemment des red flags. S'il y a un problème, on renvoie vers le médecin. Et dernier point, c'est de valoriser à un tarif juste les prises en charge à domicile pour permettre aux kinésithérapeutes de prendre en charge leurs patients à domicile sans mettre en danger l'équilibre économique de leur cabinet. Aujourd'hui, les prises en charge à domicile, c'est entre 2,50 € et 4 €. J'imagine ce que ça peut représenter. Il faut qu'on appelle le stationnement, le véhicule, le temps perdu pour se déplacer. Donc, c'est très complexe. Voilà. Je suis désolé, je dois vous quitter parce que je dois libérer le lieu. En tout cas, merci à tous. Merci de m'avoir donné la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Merci François, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, Katia, on ne t'a pas beaucoup entendu en fait. Avec le micro, c'est toujours mieux. On s'en aperçoit jamais. Alors, dans les propositions, il va y avoir celle qui concerne la convention. Vous comprenez bien qu'avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on n'a pas une valorisation de nos clés, autant vous dire que si je vous dis élargissement des ayants droit, ça ne tiendra pas. On ne va pas élargir l'éventail des ayants droit si on continue à nous paupériser avec des sommes complètement ridicules au niveau des remboursements. Et pourtant, il faudrait, parce qu'on est là pour soigner tout le monde et sans discrimination, élargir notre éventail d'ayants droit, aux accès de patients ayant accès à nos soins. Si vraiment on ne peut pas, dans ce cas-là, il faudrait créer un secteur 2 avec le droit au dépassement d'honoraires. Je pense que la politique de « il faut pouvoir soigner tout le monde » et que la médecine, la santé à deux vitesses n'existe pas, je pense qu'on y est depuis plusieurs années, il ne faut pas se leurrer. Et donc, pour arrêter de geler ces clés, il faudrait une indexation au coût de la vie des clés. Il faudrait qu'elles puissent évoluer, chose qui n'est absolument pas. Et puis, il faudrait mettre en place des prises en charge de consultations préventives, que ce soit dans la pédicurie ou voire la podologie, notamment dans la podologie pédiatrique. Il y aura un gros travail à faire parce que bien souvent, on voit des enfants, on a certaines fenêtres d'action pour intervenir chez des enfants et parfois, ils arrivent après cette fenêtre d'action, donc ça, c'est bien embêtant. Ça, c'était ma première proposition. Ma deuxième proposition, c'était l'élargissement de nos compétences. En fait, alors on n'a pas trop parlé de la formation, mais il faudrait qu'il y ait une forme d'homogénéité de la formation des professionnels de santé, surtout des paramédicaux, entre guillemets, avec une forme de formation de base et qui pourrait après nous faire bifurquer sur le métier qu'on veut, en fait, avoir un socle commun et puis après choisir son métier, mais avoir une base de formation. Et puis après, créer des passerelles
En fait, on s'aperçoit que rester 40 ans, 45 ans au même métier, ça devient compliqué. Les gens ont souvent besoin de se renouveler et créer des passerelles pourrait faciliter un petit peu cette gymnastique de voie professionnelle. Katia, que je comprenne bien, toi, ce que tu aimerais, et là, du coup, je me dis, mais c'est un peu ce qui a été tenté d'être fait, c'est-à-dire que Oui. à la formation initiale, c'est un socle commun pour tout le paramédical. Oui. Là, c'est quoi? C'est 1 an, c'est 2 ans? C'est 3 ans? Alors, j'ai pas les détails, mais effectivement, il y a une licence de santé. Non, je crois qu'on n'est pas dedans. Toc, toc, toc. D'accord, donc toi, c'est intégrer des Ouais. choses qui existent déjà. En fait, universitariser notre profession avec les autres professionnels de santé. Okay. Et après, créer des pratiques avancées pour pouvoir aussi nous permettre de nous spécialiser dans certaines pratiques. On n'a pas parlé de l'anesthésie locale, mais par exemple, on est quand même au XXIe siècle, on arrive encore à traiter des patients sous la douleur, alors qu'on a des moyens d'anesthésier, et on comprend très bien que ça demanderait une formation spécifique, et passer par des systèmes de pratiques avancées nous permettrait d'avoir plusieurs cordes à notre arc, et de faire des spécialisations au sein de notre métier. Voilà. Alors, je parle de ça, ça peut être la podologie du sport. Actuellement, c'est des diplômes universitaires. Mais voilà, il pourrait y avoir une forme d'unité de formation par le biais de... il y a une école pilote qui est en train de se créer, enfin, qui est en route là à Marseille, où on passe par l'université pour faire des pédicures podologues, pour former des pédicures podologues. Voilà. Il faut savoir que les écoles sont chères. Il y a très peu d'écoles publiques, et je crois que c'est François qui disait tout à l'heure le prix des écoles. Nous, c'est pareil, sur 3 ans, mais c'est pareil. Voilà. Donc, passer par l'universitarisation, ce serait... c'est ça? Sur 3 ans? Pédicure podologue? Oui, on est sur 3 ans. Ouais. Et c'est 10 000 € l'école? Alors, je pense qu'à Paris, c'est à peu près ça, l'année. Que je dise pas de bêtises. Parfois, en province, c'est un petit peu moins cher. Ok. Voilà. Mais c'est de l'investissement, hein. C'est cher, c'est très cher. Donc voilà, en fait, ce serait un système de socle commun au niveau universitaire, et puis avec des pratiques avancées qui nous permettraient de nous spécialiser dans notre métier. D'accord. Et le point 3? C'était le parcours de soins, hein. C'était de créer des postes stables pour faire le lien, alors des postes mixtes, hein, comme on disait tout à l'heure, ce qui est une très bonne idée, qui permet encore mieux de faire le lien entre l'hôpital et la ville. Et puis qu'est-ce que j'avais d'autre? Il y avait toujours ce problème de remboursement à titre pour la prévention. La prévention, elle a c'est un gros challenge dans notre métier. On a des gens qui viennent trop tard souvent, et c'est dommage. Ça fait plus que 3 là. Non, j'avais la convention, l'élargissement de nos compétences et les parcours de soins. On est bon. Alors ça va. Florence, parce qu'il est 19h10 et que j'ai le droit de déborder, mais pas trop quand même. Oui, alors donc nous, on demande un conventionnement pour tous les professionnels de santé qui permettent aux professionnels de santé de pratiquer leur métier de façon digne, en fait, en termes de salaire. Ensuite, il faut que ça reste indexé au coût de la vie et à l'inflation et tout le reste, parce que en fait, ce que Katia vit et ce que toutes les autres professions qui sont conventionnées vivent, c'est que s'il n'y a pas une évolution annuelle du salaire lié au coût de la vie, etc., il y a un moment, tu te retrouves comme à peu près tout ce qui est décrit aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as 20-30 ans d'arriéré, et on considère qu'on n'a plus l'argent suffisant pour avoir une qualité de vie, et du coup, les accès aux soins, tu essaies de multiplier le nombre de patients, mais tu n'as plus la qualité du soin parce que tu n'as plus le temps du soin. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, du coup, nous, vraiment, voilà, il y a le temps du soin est
indispensable à prendre en charge. Enfin, voilà. Donc, ça, on ne va pas rentrer dans les débats. Là, puisqu'il faut conclure, j'arrive là-dessus. Moi, je ne suis pas sûre d'appuyer le socle licence de santé avec une diversification des pratiques à 3, à 4, 5 ans. D'abord parce que je pense qu'en règle générale, en fait, ma question, ça serait de créer des métiers à 2 vitesses. Ça, c'est le grand risque. Et le grand risque, c'est de rentrer dans ce que la Convention européenne a décrit en 2013, c'est-à-dire l'exercice partiel des professions de santé, et qui est aussi une façon de détricoter nos métiers, de détricoter nos cœurs de métier. Et je pense qu'au-delà de connaissances communes, nous n'avons pas des pratiques et des savoir-faire et des savoir-être communs forcément, et c'est ce qui fait l'importance de toutes nos identités professionnelles. À ce titre-là, il me semble qu'il est extrêmement important de construire des formations qui soient adaptées dans leur méthodologie les unes avec les autres, c'est-à-dire que s'il y a une réingénierie, eh bien, elle concerne tous les métiers, mais de constituer différents tiroirs comme ça, nous, à l'heure actuelle, on n'a pas envisagé ce modèle-là comme le plus favorable pour les identités professionnelles de chacun. Voilà. Enfin, notre troisième proposition alors donc ma deuxième proposition, c'est de structurer les métiers, la formation des métiers de façon méthodologique et que chaque métier paramédical puisse avoir du coup la même méthodologie pour tout le monde. Voilà, ça c'est hyper important et pas de faire les choses à la vaille que vaille, à la droite, à gauche, pour les uns, pour les autres, parce qu'on est en train de créer des tensions entre les métiers qui n'ont pas à exister. Voilà. Je pense que sur le terrain, aucun d'entre nous n'a envie de vivre ces tensions. On a tous envie d'avoir une égalité de traitement et une reconnaissance à la hauteur de nos métiers. Dernière chose, du coup, troisième chose, c'est le renforcement des systèmes de soins existants en les dotant de moyens. Voilà. Donner des moyens, ok. Bon. Alors, Christelle, est-ce qu'il faut rajouter quelque chose ou est-ce que là, on a terminé cette audition? Ça me paraît bien. Tout le monde a proposé des solutions. Ça me paraît très bien. J'ai tout noté. Alors, Katia, Florence, Marie, vous avez pu vous exprimer. J'espère qu'on a été on a été synthétique et qu'on a pu au moins effleurer et d'être allé un peu plus loin dans vos problématiques et puis de voir un peu ce que ça pouvait se donner au niveau du lien ville-hôpital. Est-ce que vous voulez encore rajouter un petit quelque chose? Sinon, il y a Arnaud qui regarde. On va… Ouais, je ne regarde pas que, hein, j'écoute. Hein. J'ai vu, j'ai entendu. Enfin, j'ai entendu. Non, ce que je regarde, c'est à quelle heure tu vas finir. Et voilà, je le savais. Oh, non, Thomas, je rigole. Thomas, je plaisante. Merci à tous, c'était passionnant, très intéressant. C'était super, vraiment génial. Et tu sais, Thomas, je dois avouer qu'être juste spectateur, c'est vachement agréable. On n'a pas le même prisme. C'est chouette aussi. Quand on anime, on est à la fois on est concentré, mais à la fois quand on regarde de l'extérieur, c'est vraiment chouette. Dorénavant, Thomas, tu feras toutes les sessions et moi, je ferai modérateur scribe. Allez. Merci à tous, c'était génial. Voilà, je voulais juste faire un petit coucou pour dire que j'avais bien tout écouté. Voilà, c'était vraiment super. N'hésite pas à proposer une deuxième session, Thomas. Audrey Bascovec, elle adore ça. Non. Alors là, je mets mon veto direct. Excusez-moi, c'est passionnant, mais non. Mince, elle est là. Le planning. La maître du planning était là. D'accord. Non, c'est vraiment chouette. J'espère que les orateurs sont contents, surtout qu'ils aient pu exprimer ce qu'ils avaient besoin. On pourra faire des lives Facebook plus tard, après le vrai Ségur de la santé. On est en train d'y réfléchir. Audrey Bascovec ce soir. Ah, ça serait super. Ouais. Ce soir. Alors, il peut y avoir ça, et puis il y aura aussi peut-être des émissions sur la chaîne YouTube du collectif, là où on va avoir en rediffusion votre audition. Ouais, voilà, parfait. Il y a aussi ces options-là qui sont en train d'être montées. Voilà. L'autre option, c'est qu'on est en train de racheter BFM.
parce que collectifs sont en danger et vraiment commence à prendre du poids. Et du coup, choisissez des créneaux sur BFM et on vous mettra. Tu avais raison, Thomas, il n'y a pas que moi qui dis des bêtises. Ah bah bravo. Il est 19h17. Bravo. Tu es les soignants. Ah bah bravo, on attaque les soignants de terrain. Ah bah bravo. En tout cas, merci à tous. Merci pour votre Merci à tous. Merci à vous. C'était super. Merci Thomas. Merci à toute l'équipe. Merci Christelle. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Je sais pas Christelle Bal.